Je vais donner la parole à Eric Bidot, qui est professeur au lycée Voltaire et qui va donc nous parler de la matière pensante. Éventuellement, on pourra répondre à certaines questions juste après ce deuxième exposé. Vous avez mis un shot, ça? C'est possible? Ah bon, je suppose que vous êtes fatigué, que vous avez faim, et que donc c'est la meilleure situation pour s'apercevoir à quel point le corps est le substrat de la pensée. Donc je suis venu là pour assumer mon rôle de vilain petit canard, un prof de philo de province, intéressé par les neurosciences, et qui était assez interloqué de l'association, tout simplement, de la psychanalyse et du matérialisme, parce que pour moi ça correspond purement et simplement à un non-sens. Pour moi la psychanalyse est un vrai faux matérialisme. C'est juste pour vous réveiller, ne vous inquiétez pas, les précédents ont pu faire preuve un petit peu comme ça de pugnacité. Je vais essayer de vous faire tenir jusqu'au repas qui se profile rapidement, je vous le promets. Bon, donc le point de départ est relativement simple, deux Platon affreux en passant par Descartes. Dans nos cultures, la substance pensante veut avoir affaire qu'à elle-même. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'une universalité de la distinction à corps, parce que vous trouvez dans les cultures asiatiques, on peut penser du côté des concepts énergétiques chinois, ou des religions shintoïstes, sans au-delà, etc. Je ne suis pas persuadé de l'universalité. En tout cas, dans nos cultures à nous, oui, c'est vrai. Que ça fait 2500 ans qu'on sépare soigneusement la psyché du soma, etc. Et donc, la position freudienne, finalement, je dirais la position historique freudienne, c'est la position des médecins du Moyen-Âge qui n'avaient pas le droit de disséquer le corps, qui parlaient du corps de l'extérieur. Et Freud, de ce point de vue-là, est dans la même situation à l'époque. Pour voir un cerveau, il faut que le patient soit préalablement mort, ce qui ne facilite pas vraiment l'examen. Donc il y a une espèce de statu quo provisoire. On va parler du corps, on va faire référence à lui. J'ai entendu le concept de pulsion tout à l'heure, cette espèce de pont jeté entre le corps et la pensée. Mais la confrontation réelle n'aura jamais lieu. Le statu quo provisoire va devenir définitif. Et la confrontation entre ce que j'appellerais moi le dogme psychanalytique et la connaissance neurologique n'a jamais vraiment eu lieu. J'ai entendu des choses tout à l'heure qui relèvent de l'erreur pure et simple. Donc, la psychanalyse s'est installée dans ce qui est son statut définitif, me semble-t-il, jusqu'à son extinction, un matérialisme proclamé, mais un platonisme de fait. Alors, tout ça remonte, on sait bien, à Platon, de philosophie, et de ce point de vue-là, la psychanalyse continue. C'est un commentaire de Platon. Donc on est toujours dans cette logique selon laquelle l'intelligence, l'intelligible, l'information ne peut que surplomber ce qu'elle va informer, une matière par définition inerte ou en tout cas ayant besoin d'autre chose que d'elle-même. Donc ça nous renvoie au meurtre d'Héraclite, je vais faire bref, et au primat de l'être sur le devenir. Donc il y avait des choses dans ce que j'entendais précédemment qui me plaisaient bien. Mais c'est vrai qu'on a passé 2500 ans à s'interdire l'immanence et son corollaire, plus récent, la notion même d'émergence. Alors, il faut quand même, comment dirais-je, accorder à ce point de vue méthodologique quelque chose une position correcte, c'est-à-dire que on ne peut pas expliquer un niveau d'organisation par le niveau inférieur. C'est-à-dire, encore une fois, qu'un niveau supérieur d'organisation développe sa logique propre à partir des contraintes et des opportunités définies par le niveau inférieur. Donc, par exemple, le chimique circonscrit le biologique, le cérébral conditionne le mental, et ce qui s'applique n'explique pas. La lutte des classes s'applique à la construction culturelle, pour autant elle ne l'explique pas dans sa totalité. Donc c'est vrai que la distinction entre le niveau de ce qui s'applique et de ce qui s'explique tend à donner une certaine forme, si vous voulez, d'autonomie à chacun des niveaux. La pesanteur s'applique aux molécules, mais n'explique pas le métabolisme. Les perturbations engendrées par les drogues au niveau de la forme synaptique vont effectivement être la condition de possibilité du délire, mais pas en donner le contenu.
Donc, il ne suffit pas, bien sûr, de dénoncer une forme d'art bourgeoise, par exemple, pour comprendre quoi que ce soit. Donc, accordons ce qui doit l'être, un contenu signifiant n'est pas plus un réseau neuronal qu'une danseuse d'étoiles est un tas d'organes en mouvement. Il y a effectivement des différences de niveau, mais pourtant il faut bien en sortir. Soit on reste dans la transcendance, soit on donne sa chance à l'immanence, matérialisme ou pas. Il faut bien sortir donc de cette épistémologie statique et poser la question de l'engendrement. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Il faut bien que le supérieur naisse de l'inférieur, sous peine de retourner au miracle continué de la glande pinéale. On réduit le point de contact pour essayer de trouver une solution à ce que l'on a bien séparé. Alors, ce qui est clair, c'est que la matière se venge, quel que soit le niveau d'intelligibilité à laquelle on la considère, si on ne voit en elle que la condition de possibilité du niveau supérieur. Ce n'est pas simplement qu'un moyen pas une condition de possibilité, c'est réellement un moyen d'émergence. Le chimique ne fait pas que circonscrire le biologique, le cérébral ne fait pas que conditionner le mental, l'un et l'autre construisent et produisent le niveau supérieur. Et ça n'est possible que si on s'émancipe de ce que je pourrais appeler la malédiction platonicienne, c'est-à-dire que on a beaucoup de mal à sortir de cet interdit. L'imparfait ne veut pas produire le parfait. Pourtant, tout ce que nous montrent les sciences modernes et les neurosciences en particulier, c'est bien l'idée que sous l'effet du désordre, sous l'effet de la redondance, les niveaux inférieurs d'organisation sont capables de produire les niveaux supérieurs. Qu'il s'agisse de l'architecture neuronale, qu'il s'agisse de l'évolution néo-darwinienne, on a toujours en place ce même schéma, c'est-à-dire qu'un système possède des propriétés globales, indéductibles de celles des éléments qui le composent. Et pourtant, ce sont bien ces éléments qui le composent qui ont construit le système global. Alors, la métaphore facile ou plutôt simple, c'est les seins d'abeilles chez Ravidro, c'est le vol des tourneaux, mais c'est aussi l'organisme, c'est aussi le cerveau. On est toujours dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'un niveau inférieur, encore une fois, peut et doit, si je puis dire, construire le niveau supérieur. Alors, dire cela, ça n'est pas tomber dans le réductionnisme, cette espèce de populisme philosophique que les belles personnes méprisent si élégamment. Le supérieur, encore une fois, ne se réduit pas à l'inférieur. Le niveau de signification n'est pas celui des neurones. Pourtant, nous commençons à comprendre aujourd'hui comment se forgent certains des chaînons manquants. Alors, les chaînons manquants, ils sont d'abord et avant tout, encore une fois, dans le domaine des vertus organisatrices du désordre. On a une continuité qui se met en place, de l'inerte au vivant, de l'animal à l'homme, du sensible à l'intelligible. Et il me semble qu'aujourd'hui, le matérialisme moderne, tel que le pratiquent les neurosciences, ne peut que se reconnaître dans tous les penseurs de la continuité. On a parlé de Descartes, la grande séparation, on n'en finit pas de dire que l'âme surtout n'a rien à voir avec le fonctionnement du corps, et puis après on se demande comment on colle les morceaux. Les penseurs de la continuité, c'est qui? C'est Épicure, c'est Montaigne, c'est Condillac, c'est tous ces gens qui, sans les moyens bien sûr de l'exploration scientifique qui est la nôtre aujourd'hui, ont pu penser, et parfois même explorer de manière assez satisfaisante, la continuité encore de ce que l'on a artificiellement séparé. Alors, ceci dit, la pensée, ce que j'appellerais moi la pensée ségrégationniste, cette pensée qui sépare, renaît sans cesse. On en a vu sous l'égide des sciences et des sciences cognitives, un des derniers avatars avec le cognitivisme, qui a consisté à essayer de construire une espèce de science platonicienne, un mécanisme platonicien, qui faisait que d'un côté on traitait le cerveau comme un système d'information qui manipulait les symboles, dissocié du substrat matériel. Le cognitivisme, c'est bien l'assimilation du cerveau à une machine qui traite des symboles, et tout cela repose sur l'hypothèse que finalement on peut associer deux niveaux hétérogènes et concomitants, le niveau de la signification, le niveau neuronal. On ne sait pas trop comment on passe de l'un à l'autre, mais c'est pas grave, ça permet de développer tranquillement le niveau purement justement sémantique, un petit peu comme on utilise un ordinateur, on se fiche de savoir comment ça fonctionne là-dedans, du moment qu'on est à notre niveau d'information, on en est content. Le problème, c'est que
le cognitivisme de ce point de vue-là, donc le traitement du cerveau comme une machine, fait à peu près la même erreur que la psychanalyse, à mon sens. C'est-à-dire qu'on est dans un vrai faux matérialisme qui condescend nominalement, je dirais, au principe de l'immanence, qui finit par dire oui, ultimement, il faudra bien qu'on se confronte à la matière, mais qui développe un niveau d'intelligibilité qui se passe complètement de son substrat matériel. Finalement, on a dans le cognitivisme la transposition mécaniste de l'arbitraire du signe, qui débouche encore une fois sur une forme de platonisme mécanique. Donc, ce schéma qui était technologiquement et idéologiquement prometteur, le schéma du cerveau-machine, qui mettait une fois de plus en scène une matière imbécile ordonnée par une intelligence hétérogène, était promise à un bel avenir, il y a eu un engouement, hein, et ce bel avenir, il a été ramené à zéro en 20 ans, les années 70-80. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que l'extrême sophistication des schémas computationnels ne parvenait pas à rendre compte de la moindre capacité intellectuelle d'un animal aussi peu exigeant du point de vue spirituel qu'un poulpe. Voilà. Un ordinateur n'arrive pas à fonctionner avec la même efficacité sur certaines tâches cognitives, non pas pour des raisons qui seraient des raisons purement, comment dirais-je, de capacité de calcul, par exemple, mais tout simplement parce qu'il y a une divergence radicale entre le mode de fonctionnement d'une machine manipulatrice de symboles et celui d'une matière vivante en interaction avec le monde extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très très important parce que ça veut dire d'une part que, effectivement, toutes les accusations de réduction du cerveau à une machine, quand on parle de neurosciences, ce sont des accusations qui datent d'une mauvaise compréhension de ce que sont aujourd'hui les neurosciences, c'est-à-dire le cognitivisme. Il est clair à peu près pour tout le monde qu'un ordinateur, une machine, c'est quelque chose de séquencé, c'est quelque chose qui a des limites quantitatives. Et on sait très bien, par exemple, que l'apprentissage du langage passe au contraire par l'appropriation d'un flot de bribes qui sont dispersées et que le cerveau est en permanente réorganisation et structuré par cette appropriation. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui m'a fait un petit peu bondir. J'entendais dire que sans amour, le langage ne se développait pas et que les neurones ne poussaient pas. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ce qui est clair, c'est que le schéma, comment dirais-je, désordre, redondance et mise en ordre, c'est effectivement quelque chose qui passe par l'interaction. Il est clair qu'un enfant tombé dans un lit d'hôpital pour quelque raison pathologique que ce soit, qui se retrouve face à un mur blanc, un plafond blanc, etc., ça va très mal se passer pour son élaboration, pour sa construction intellectuelle. Mais ce qui est vrai, c'est que toute la connectique, si je puis dire, neuronale est une connectique qui est dissociée, très largement dissociée du niveau génétique. Hein, grosso modo, un cerveau humain, c'est 60 milliards de connexions, et c'est le patrimoine génétique humain, quantitativement, c'est 5% de plus que le patrimoine génétique d'une grenouille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau humain, il se construit très largement tout seul. Et il se construit sur un système, je vous la fais bref si vous voulez bien, mais enfin on a des têtes chercheuses, on a des synapses, des dendrites qui se promènent, ça se connecte. Si ça n'est pas utilisé, ça disparaît. Et effectivement, ce flux est, enfin, dans la salle nous ne sommes pas à égalité là-dessus. Pour certaines, ça peut continuer encore jusqu'à un âge autour d'une vingtaine d'années. Pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, j'en suis, c'est un peu trop tard. Mais on est bien dans une logique où c'est l'interaction avec le milieu qui conduit à passer du désordre, de la redondance, à une construction d'un ordre intelligible. Et ça me paraît très très important parce qu'on a là, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a tout résolu, bien sûr, hein, mais on a là une clé de l'immanence, une clé pour comprendre comment, en passant du modèle cognitiviste au modèle, pardon pour les termes un petit peu barbares, connexionniste, c'est-à-dire en prenant en compte la manière dont le cerveau se connecte réellement dans son interface avec le monde extérieur, et bien comment la signification, et ça me paraît très très important, j'ai beaucoup entendu parler de signification ce matin, comment la signification doit être comprise à partir d'autre chose qu'elle-même. Et là, il y a vraiment, je vais vite pour des raisons que vous connaissez ce matin, mais il faut vraiment prendre en compte cette idée qu'on arrive aujourd'hui à penser la genèse du sens. Et
que penser la genèse du sens à partir d'un niveau subsymbolique, c'est justement aller en sens contraire, en direction contraire de tout ce qui peut relever de près ou de loin d'une herméneutique, d'une interprétation, d'une construction du sens sur le sens, bref, notamment ce à quoi la psychanalyse s'emploie. Donc comprendre le sens, ce n'est certainement pas empiler les symboles en une infinie régression herméneutique, mais en comprendre l'éclosion dans et par ce qui n'est pas ce sens. Et donc le reproche, enfin en tout cas la polémique centrale aujourd'hui entre neurosciences et psychanalyse, me semble-t-il, c'est le cœur de ce qui est l'hypothèse psychanalytique, c'est l'inconscient. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que, pour passer du sens conscient, et là je partageais tout à fait ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le solipsisme cartésien, on ne peut pas se contenter de ça. Mais est-ce que pour rendre compte de ce sens conscient, lapsus ou pas lapsus, cohérence ou pas cohérence, refoulement ou sublimation, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une couche intermédiaire de sens? La réponse aujourd'hui, me semble-t-il, est non. On n'a pas besoin de cette couche intermédiaire de sens. On peut aujourd'hui rendre compte, à partir de ce que l'on sait de l'aléatoire, à partir de ce que l'on sait de la redondance. Alors, je vous renvoie à toute une littérature qui est assez facile d'accès. Enfin, je pense à Changeux, l'homme neuronal, à Atlantre, le cristal et la fumée, etc. Même à Monod, le hasard de la nécessité. Bref, toute cette littérature, elle est quand même extrêmement convergente. Et elle nous dit, grosso modo, que le monde dans lequel nous vivons, et le monde par lequel nous pensons, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire notre cerveau, s'est construit de manière évolutive, sur la base de la mise en ordre progressif d'un système redondant et aléatoire par son interaction avec le milieu. Vous pouvez appliquer ça à l'évolution animale, vous pouvez appliquer ça aux connexions neuronales, vous pouvez appliquer ça à la constitution même du savoir et à la constitution même de l'individu dans son rapport au monde. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de mettre en avant un nouveau Graal et la clé de tout. Et les choses ne se passent pas de la même manière dans tous les secteurs des sciences modernes. Mais quand même, on a là, peut-être pour la première fois dans l'histoire de notre pensée scientifique, quelque chose qui permet une unification. Et qu'est-ce que c'est que le matérialisme si ça n'est pas une unification des modes d'explication? J'ajouterais que ce qui est finalement le paradigme du sens, c'est-à-dire la finalité, le fameux pourquoi, ça n'est jamais qu'un processus continu qui est produit à partir de velléités stochastiques, ça part dans tous les sens, qui sont sanctionnés positivement ou négativement par le milieu. Vous avez tous vu ces illustrations un petit peu simplistes de l'évolution darwinienne. On voit le premier poisson qui sort péniblement de l'eau, qui se transforme en un certain nombre de niveaux d'organisation supérieurs. Et puis à la fin, on a le cadre moderne avec son attaché-caisse. On a l'impression que le premier poisson est sorti pour un jour redevenir le cadre supérieur. En fait, on sait bien, cette lecture un petit peu naïve, elle a d'abord et avant tout pour réalité que comment dirais-je, ce qui a réussi voudrait devenir un destin. Nous confondons sans cesse ce qui a survécu et ce qui devait être. Ce qui a réussi se veut destin, signification, et nous sommes en permanence en train de construire une illusion rétrospective qui serait celle de notre personnalité, de notre liberté, de notre choix. Donc rechercher la signification, en quoi consiste, encore une fois pour l'essentiel l'herméneutique psychanalytique, ça revient à confondre l'enchaînement des effets avec celui des causes. Bref, ça revient à se tromper de direction. Alors il y a une ironie bien sûr de la dénonciation du platonisme psychanalytique, puisque je suis en train en fait de reprocher aux psychanalystes ce que Platon reprochait aux artistes. Je suis en train de leur reprocher, à ma toute petite place et le plus poliment possible, de cultiver une belle illusion. De ce point de vue-là, l'approche, enfin, à contrario plutôt, pardon, l'approche matérialiste féconde consiste tout au contraire à explorer les processus d'auto-réalisation, à redescendre et à admettre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la complexité. Et la complexité, c'est justement la capacité d'un système désordonné à produire à un niveau supérieur
une organisation, encore une fois, qui peut paraître finalisée et qui n'est que le résultat de son interaction avec le milieu. Alors, Bergson, qui posait si bien les bonnes questions, avait bien sûr raison de pointer l'acquisition d'ordre que manifeste l'évolution animale et cérébrale. Aujourd'hui, la thermodynamique nous dit que c'est finalement un effet néganthropique localisé, mais le problème de Bergson, qui prend bien en compte cet aspect-là des choses, c'est que ces présupposés spiritualistes le renvoient aux vieilles lunes du substantialisme. Et une fois qu'on a posé ces notions d'auto-organisation, ces notions d'émergence, le défi matérialiste d'une immanence graduée, de l'inerte vivant, du vivant pensant, devient effectivement une réalité. Et cette réalité, c'est celle de la neurobiologie qui parcourt la continuité d'une matière en devenir, qui ne s'arrête pas aux frontières de la signification. Alors, je vais aller très vite parce que, encore une fois, le temps nous est compté. Je voudrais simplement donner un certain nombre d'indices. La notion d'émotion, contrairement, encore une fois, à une vieille malédiction platonicienne, l'émotion, ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de penser, on sait très bien. On sait très bien, par exemple, que les malades VM, ventre-médian, je vous passe les détails, sont des malades qui souffrent d'un déficit émotionnel et qui voient leur performance intellectuelle diminuer en proportion même de leur déficit émotionnel. L'intérêt épistémologique, bien sûr, de la notion d'émotion, c'est qu'on est là dans un fait qui met en jeu la totalité du milieu interne, viscéral, musculaire, etc., et qui s'inscrit dans une certaine phylogénèse, finalement. C'est-à-dire que l'émotion est un des ponts entre le corps et la psyché, là où les psychanalystes mettent en avant la notion de pulsion, les neurosciences ont plutôt tendance à mettre en avant la notion d'émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion constitue chez l'animal un avantage évolutif. C'est quoi dans le monde animal une émotion? C'est d'abord et avant tout un raccourci cognitif et pratique qui permet, en situation de danger par exemple, de mettre le corps en état de réagir. Bon. Mais quelqu'un comme Antonio Damasio, par exemple, va montrer que le passage de l'émotion au sentiment est quelque chose qui finalement n'est pas si loin du passage de l'appétit au désir chez Spinoza. C'est-à-dire que la psyché est en permanence une image du corps, la pensée est une image du corps, et le sentiment est l'idée de l'émotion. Ça ne signifie pas, bien sûr, que le niveau, encore une fois, de la signification n'a pas de sens, mais il n'a pas son autonomie. Mais le sentiment est l'idée de l'émotion, comme l'âme est l'idée du corps. Et alors là, une des choses qui, bien sûr, va nous séparer très largement avec la psychanalyse, c'est le rôle du langage. Pourquoi? Parce que, expérimentalement, la chose est claire. La pensée naît de l'émotion et non l'inverse. La justification a posteriori par le patient d'une émotion générée par stimulation électrique, par exemple, montre que la signification imputée est seconde. Neurologiquement, les aires conceptuelles et les aires linguistiques du cerveau sont extérieures l'une à l'autre. Et il y a tout un tas d'expérimentations qui montrent que le langage vient habiller a posteriori la réaction cognitive qui, elle, est sublinguistique. Alors, bien sûr, vous connaissez probablement tous comment dirais-je, cette cruelle anecdote de ce qu'on appelait aux États-Unis dans les années 60 les speed brain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ces pauvres gens que la neurochirurgie américaine, un petit peu expéditive, avait cru pouvoir traiter de leur pathologie, notamment épileptique, en coupant leur cerveau en deux. Bon. C'est très désagréable, c'est très cruel, et bien ça donnait des sujets d'expérimentation intéressants, puisque vous savez bien, un lobe du cerveau commande un œil, et puis l'autre lobe du cerveau commande l'autre œil. Bon, pourquoi je vous embête avec ces choses un petit peu brutales à cette heure-là? Parce que quand on fait une expérimentation et que l'on demande à un lobe du cerveau, le lobe qui ne parle pas, on lui met devant l'œil, si je puis dire, une scène violente, une scène d'incendie, de viol, ce que vous voulez. Ben, ce demi-cerveau, là, qui ne peut pas parler, il va traduire ça dans le corps par un système d'émotion. D'accord? La température qui va monter, un certain nombre de choses, d'indicateurs chimiques qui vont exister. Bon. Mais il ne peut pas parler.
Et quand on interroge l'individu, c'est bien sûr le lobe du cerveau qui sait parler, qui va répondre. Seulement comment peut-il répondre? Il n'a pas vu le stimulus. Il interprète ce qu'il ressent de son propre corps. C'est-à-dire que, alors qu'il a vu une scène de violence, il va s'adresser à son voisin en lui disant peut-être quelque chose comme « tu m'impressionnes » ou « tu m'intimides ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas tout à fait spécifique là, et bien sûr particulier des split brain, on a la mise en évidence du fait que la signification est construite à partir d'une interprétation par le cerveau d'un certain état du corps. Et bien évidemment, c'est cet état du corps qui est à l'état presque pur dans le cas d'une séparation du cerveau. Cet état du corps est, fort heureusement dans la plupart des cas pour nous tous, en interaction avec le monde extérieur. Et donc, c'est en permanence la lecture par le cerveau du corps dans son interaction avec le monde extérieur qui construit ces états globaux qu'on appelle que les cartographies mentales essaient de prendre en compte. Faites l'expérience, enfin je ne vous la souhaite pas, perdez votre portefeuille et vous allez voir que tout d'un coup, au moment où vous perdez vous apercevez que vous avez perdu votre portefeuille, eh bien c'est un monde qui s'écroule. Ce n'est pas simplement modèle computationnel, une information dans un coin qui va être traitée, qui va déboucher sur ceci ou cela. C'est un monde qui s'écroule, c'est-à-dire que tout d'un coup, le rapport que vous avez au monde extérieur, le rapport que vous avez à votre emploi du temps à venir, à votre être dans sa généralité et à ce dont vous êtes capable dans les minutes ou voire les années à venir, tout cela change. Donc, pour résumer ce que je voulais essayer de faire passer, la continuité aujourd'hui est possible. La continuité du corps à l'émotion, au sentiment, à la pensée rationnelle, cette continuité aujourd'hui est possible. Et comment dirais-je, on va aujourd'hui jusqu'à des modes d'interaction qui font que la connaissance de l'effet de la flore intestinale sur les animaux, sur le comportement animal, c'est quelque chose qu'on est aujourd'hui capable de comprendre, je ne dis pas de maîtriser, mais on sait faire des souris stressées, on sait échanger des flores intestinales d'une souris à une autre, et on sait transformer l'animal stressé en animal calme et réciproquement. Ce qui intéresse beaucoup d'ailleurs au passage les marchands de yaourt en tout genre, parce que c'est pour eux un potentiel argument des bienfaits des substances en question. Il ne s'agit pas bien sûr de réduire la pensée humaine à la flore intestinale, mais il s'agit bien de comprendre qu'il y a une continuité, que ces états globaux existent et qu'aujourd'hui on est en capacité de les analyser, pas simplement de les supposer. Alors, bien sûr, on pourrait et on pourra probablement m'accuser de réductionnisme plus ou moins honteux. Je voudrais simplement, pour en terminer, bien distinguer deux aspects, c'est-à-dire la question de savoir dans quelle mesure un niveau d'organisation est poreux ou pas au niveau inférieur. Je m'explique. Si vous jouez 1 million de fois à pile ou face avec une pièce de 1 euro, vous allez tomber à moins de 1% de marge d'erreur, 500 000 fois sur pile, 500 000 fois sur face. Et donc là, on a un bon exemple, et puis vous pouvez prendre la pièce dans tous les sens, vous pouvez tirer au canon avec, vous pouvez la limer, ça ne changera rien. C'est-à-dire que là, on a un bon exemple d'une occurrence statistique qui est complètement indépendante du substrat qu'il y a en dessous. Donc, on a effectivement un niveau d'organisation qui ne passe pas par la prise en compte du niveau inférieur. Par contre, si vous faites du ski, la moindre variation dans la manière dont vous allez appuyer sur la neige ou que la neige va réagir face à vous, cela va vous entraîner ou non à la chute, cela va vous entraîner ou non à l'hôpital ou pire. Pourquoi je prends ces deux exemples-là? Parce que la question du rapport de la matière cérébrale à la signification, c'est la question de savoir dans quelle mesure le niveau signifiant est ou non poreux par rapport au niveau cérébral. La question, c'est de savoir dans quelle mesure
Le niveau neuronal, dont on sait qu'il a une formidable capacité de résilience. On sait que quelqu'un qui a un AVC va récupérer, si tout se passe bien, une grande partie de ses capacités parce que le système est capable de se réorganiser. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure on doit penser un effet local des modifications cérébrales. On connaît le grand ancêtre qu'on constitue de ce point de vue-là, les aphasies, l'aphasie de Broca. On arrive à avoir quelque chose qui est assez linéaire de ce point de vue-là. Donc, dans quelle mesure le passage du matériel au signifiant est un passage qui va aller en droite ligne avec une corrélation extrêmement fine, ou dans quelle mesure on peut et on doit construire une autonomie du sémantique, ou en tout cas une relative autonomie du sémantique. Ce qui me semble en tout cas patent dans tout ça, c'est que, et j'en terminerai là-dessus, cette question de l'étanchéité ou de la porosité des niveaux, c'est celle qui va par exemple déterminer l'efficacité du marketing, qui a produit sa redoutable efficacité du fait que justement il peut passer outre les différences individuelles. Tous les professeurs de philosophie de la salle le savent bien. Les introductions de nos élèves commencent toutes par « nous sommes tous différents ». Et bien sûr, l'effet de masse du « nous sommes tous différents » nous renvoie à la complète inefficacité de cette différence-là. A l'inverse, on le sait bien, l'illusion du libre arbitre passe par le fait qu'une infime variation dans telle ou telle décision, dans tel ou tel ressenti, dans telle ou telle situation corporelle. Alain disait qu'on n'a pas les mêmes idées en descendant un escalier qu'en y montant. Il n'a jamais voulu promouvoir par là même la pensée de l'escalier ou l'esprit de l'escalier, mais on est bien d'accord que la question qui se pose aujourd'hui, c'est cette question de la porosité d'un niveau à l'autre. Donc, en conclusion, le niveau par lequel la conscience se constitue comme symbolisation, comme niveau de symbolisation, c'est quelque chose qui, en fait, constitue un résumé grossier de milliards d'incidents à l'échelle microscopique. Nous sommes une collectivité de collectivité, de collectivité. Bon. Bien évidemment, et là, la notion, par exemple, de moi inconscient me chagrine beaucoup, je ne manipule pas des symboles, ni consciemment, ni inconsciemment. Les idées ne sont pas des peintures muettes, enfin, on connaît nos classiques. Pas plus que les symboles me manipulent, si par symbole on entend un rapport discret entre un signifiant et un signifié. Pour autant, je suis un symbole. Je suis un symbole au sens où un tourbillon dans l'eau est quelque chose qui a une forme, qui a une identité, si je puis dire, alors même que la structure macroscopique n'a que faire des particularités, des milliards de gouttes qui passent. Donc, il y a aujourd'hui, réellement, me semble-t-il, ça gratte un petit peu, un choix à faire. Et ce choix à faire, c'est de savoir si l'hypothèse de l'inconscient est encore aujourd'hui une hypothèse utile ou superflue. Je vous remercie. Merci beaucoup Eric de nous avoir brillamment exposé une thèse provocatrice et en même temps, qui a sa force philosophique manifeste. Donc je pense que, moi j'ai évidemment 4 ou 5 000 questions à poser. Je sais pas pour... donc on peut engager un débat maintenant sur les deux interventions. Je pense que c'est bien, même si on n'a pas forcément un temps infini, parce qu'après, cet après-midi va être chargé aussi, mais je pense que c'est bien qu'il y ait quelques réactions spontanées. Alors on n'a pas entendu. Les ennemis se sont bien dessinés. Ça, c'était. Le problème, si on commence à 14h, on mange quand même. Oui, non, mais la décor. On n'est pas de plus le bâtir. Moi, j'ai une réaction spontanée à cet exposé, qui est que, il y a des penseurs contemporains qui sont très proches
des théories de l'information, de tout ce que nous apprennent les études sur le cerveau, et qui ne considère pas que la psychanalyse, d'une certaine façon, est pour autant périmée en tant que telle. C'est plutôt que le discours psychanalytique va être éclairé par tout ce qu'on va pouvoir savoir, mais comment dire, il va probablement lui garder une certaine consistance qui sera plus locale d'une certaine façon pour comprendre la relation humaine, l'histoire de la relation humaine, etc. C'est-à-dire que je pense à Dennett que tu dois connaître, la théorie évolutionniste de la liberté. Dans la théorie évolutionniste de la liberté, il reprend une grande partie des arguments que tu défends et il dit on peut tout à fait comprendre comme un avantage adaptatif, donc le langage du darwinisme, le fait que l'individu humain soit devenu un être très particulier qui est capable de se programmer, de se déprogrammer lui-même consciemment avec du langage. C'est-à-dire que le type de système auquel l'évolution a fini par parvenir, c'est un système qui arrive à avoir une certaine virtualité par rapport à lui-même, qui a été évoquée d'ailleurs très bien par Gérard Pommier tout à l'heure, et cette virtualité, elle s'articule au moins en partie avec des symboles. Mais évidemment, ces symboles sont en relation, en connexion avec, j'allais dire, les mécanismes adaptatifs, les mécanismes neurologiques, etc. Et je ne suis pas sûr que, comme tu l'as dit à la fin, il faille faire un choix. C'est-à-dire que probablement que ce que les découvertes vont nous apprendre à faire va se dessiner progressivement et au fond, on ne sait pas exactement comment ça va se jouer. Je pense que les choses sont plus incertaines, enfin pour ma part, j'aurais tendance à penser que les choses sont plus incertaines que ce que tu nous as dit. Je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. La psychanalyse va continuer à produire des effets thérapeutiques, les neurosciences vont continuer à se développer, je pense que les liens vont commencer à se tisser, on va se rendre compte que les choses s'éclairent mutuellement. Moi j'ai là-dessus un point de vue béatement pacifiste et compatibiliste, je suis désolé, c'est peut-être pour préparer le déjeuner que je dis ça. Mais... Très vite, hein, juste pour te répondre, je crois j'ai plus ça en tête exactement, mais Diderot reproche quelque part à D'Alembert le statut, la facilité des mathématiques à se prostituer à n'importe quel système. Bon. Ça commence ce matin. Non, tu vas voir. Donc moi ça me fait penser à la théorie des épicycles, à la question des épicycles, et le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. C'est-à-dire qu'on peut prendre les observations comme ça, et puis construire des épicycles, des réinterprétations pour sauver une théorie. Donc on peut le faire, et puis ça peut durer des siècles et des siècles. Et je rappelle quand même que Copernic a fait valoir son système en disant moi je ne suis pas sûr que ce que je dis soit plus vrai que les autres, mais c'est plus simple à calculer. Donc on gagne quelques épicycles et donc du coup on change de modèle. Et puis on s'est aperçu que du coup ce modèle qui était présenté juste comme un mode de calcul est devenu ancré dans la réalité. Donc bien sûr on ne peut pas préjuger de ce que sera devenir la psychanalyse. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a encore beaucoup de vivacité dans son propos. Moi je crois qu'effectivement la question, c'est pour ça que je parle de porosité ou d'étanchéité, la question ce sera de savoir jusqu'où les découvertes des neurosciences, ce qu'elles pourront avancer, maintiendront le système ou le feront craquer. Par exemple la notion de pulsion, typiquement c'est une notion qu'il faudra un jour ou l'autre confronter à ce qu'on sait du cerveau. Mais on ne peut pas préjuger du devenir de la notion même d'émotion que tu as évoquée sur un plan neurocognitif. C'est-à-dire que si ça se trouve, dans 5 ans, les mêmes neuroscientifiques qui nous disaient la notion pertinente, c'est la notion d'émotion parce qu'on arrive bien à savoir à quoi ça correspond sur un plan neurologique, ils nous diront, en fait, on se rend compte que les choses sont plus ramifiées parce qu'il y a une histoire du sujet, donc il y a des aires corticales qui sont activées de manière différente. Peut-être que la notion de pulsion apparaîtra comme une notion qui finalement était plus intéressante parce qu'elle a des coordonnées conceptuelles un peu différentes et elle correspond davantage au matériel neurologique analysable. C'est très difficile à un moment T de la science de prévoir ce qu'elle nous permettra de faire à un moment T1, T2, T3, Tn. Par rapport aux autres sciences qui elles-mêmes, j'allais dire aux autres disciplines, qui sont aussi des disciplines thérapeutiques, qui elles-mêmes évoluent, se modifient au moins en partie. Oui, à une toute petite nuance près, parce que le débat est infini, à une nuance près quand même, qui est le statut épistémologique de la psychanalyse. Moi, j'ai entendu tout à l'heure des choses
Quand on dit qu'on ne peut pas appréhender la vérité psychanalytique quand on n'est pas soi-même en analyse ou qu'on ne l'a pas vécu, moi je suis désolé, ça renvoie quand même à la définition même du totalitarisme, c'est-à-dire que je considère, je renvoie des mots forts, pardon, je ne n'ai pas la parole, mais enfin le propre du totalitarisme, c'est quand même de rendre impossible les conditions de sa critique. Si je critique le soviétisme, je suis victime de l'idéologie bourgeoise, etc., etc. Et le propre du discours psychanalytique, c'est quand même de renvoyer, si ce n'est à la pathologie, du moins à l'ignorance d'une expérience quelque part ineffable, toute critique, elle, par contre, scientifiquement fondée. Alors, juste, parce que c'est un sujet, c'est très compliqué d'entrer dans un débat. Vous entendez là? Non? Je pense que vous pouvez parler sur son micro, comme l'Assemblée. Parce que je voudrais dire simplement, il y a des choses très intéressantes dans ce que vous avez dit, surtout dans la première partie, beaucoup plus discutables pour moi dans la deuxième partie, notamment dans vos conclusions. Ce que j'ai soutenu dans mon discours, c'était la faille, le trou, l'impossible, c'est-à-dire pas forcément justement ce que vous appelez le 1 totalitaire. C'est pas ce 1-là dont il est question. Il y aurait à discuter ces questions-là. Mais c'est pas de ça dont je voudrais simplement faire une remarque. Il y a une enquête de l'INSERM qui a été publiée dans le journal Libération, qui a à partir de, je ne sais pas, de protocole, d'observation, je ne sais pas comment ils ont fait. Enfin bon, ils ont constaté que les psychothérapies qui sont soi-disant coûteuses, qui sont soi-disant inefficaces, produisaient pour les patients un soulagement, une sédation, et ils envisageaient même de proposer aux psychothérapeutes d'être remboursés par la sécurité sociale parce que ça coûterait moins cher que les médications, les psychotropes dont a parlé Laurence. Il ne faut pas être naïf. Derrière le discours des neurosciences, il y a tout un marché. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur le capitalisme. Oui, non, c'est pas une autre question. C'est pas une autre question. Non, je veux dire, comme il n'y a pas de représentants des laboratoires ici, on essaie de discuter des choses. C'est ce qu'a dit Laurence dans son premier topo, quand elle a parlé des ravages et des traitements des psychotropes dans le marché. Ce n'est pas une autre question. C'est un modèle qui est soutenu par une idéologie. Moi, je vous ai parlé de Marx. Alors après, on sait discutable. C'est une idéologie aussi. Il ne faut pas croire que la psychanalyse serait idéologique et totalitaire et les neurosciences seraient libérales. Je crois pas que libéral peut être... Non, mais là-dessus, on est complètement d'accord. L'idée qui est derrière des marchés, des laboratoires, etc., on est complètement d'accord là-dessus. Simplement... C'est pas sans intention commerciale. Non, mais d'accord. Juste un point, pardon, excuse-moi, juste. On connaît les analyses, par exemple, de Lévi-Strauss sur le chamanisme, et le chamanisme, ça marche. Bon, si effectivement le chamanisme marche et est remboursé par la sécurité sociale parce que ça permet d'éviter de donner des neuroleptiques à tout le monde, pourquoi pas? Bon. Mais la question, c'est quand même qui nous occupe nous. Et là-dessus, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout un thérapeute. La question, c'est quand même la question tout simplement de la vérité et de l'efficacité épistémologique de tel ou tel modèle. Après, qu'il puisse y avoir une efficience de choses qui, par ailleurs, sont très discutables, ça, j'en conviens tout à fait. Mais Eric, si le chamanisme, ça marche dans un certain contexte symbolique. L'hypnose aussi, ça marche. Ça marche pas avec tout le monde, d'ailleurs, mais ça marche. Donc, je suis assez d'accord avec ta perspective, notamment l'aspect moniste, quoi, de continuité d'un ordre à un autre ordre. Ça me paraît être une position matérialiste, mais la question que je me pose en t'écoutant, c'est est-ce que pour autant on balance tout ce qui est analyse du langage, de l'univers symbolique de la personne et traitement finalement par quand même la parole. Moi, la réfutation que j'aurais à la psychanalyse, ce serait si ça n'avait jamais guéri personne. Effectivement, ce serait quand même un obstacle là du réel qui dirait, finalement, puisque ça guérit personne, c'est pas la peine de continuer. Or, je ne sais pas si ça a guéri tout le monde, mais en tout cas, il y a des gens à qui ça a fait du bien. Et pourquoi ça a fait du bien? C'est pas uniquement parce que ça a modifié tel ou tel substrat neurologique, c'est parce que dans l'interaction communicationnelle, je trouve qu'il se passe des choses que les psychanalystes ont rendu compte. Donc moi, je serais désolé qu'on s'intéresse uniquement à une chimiothérapie, qu'on laisse tomber toute thérapie par le langage. Et donc, l'efficacité de cette thérapeutique,
prouve peut-être qu'ils ont vu quelque chose qui devait... Oui, mais ça, bien sûr, à vérifier. On sait bien qu'aujourd'hui, en général, on sait le niveau. Mais là aussi, je renverrai à ce qu'on appelle la théorie des signes, les signatures, pardon. La pharmacopée traditionnelle par les plantes, dans un certain nombre Alors, Chine, ça marche très bien. Ça marche très Ça bien. marche même mieux que... En général, à partir de modes explicatifs qui sont faux, au regard de la chimie moderne, mais ça marche. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet, quoi. voilà, donc on est bien d'accord. Il y a des pharmacopées traditionnelles qui ont des théories fausses et des résultats indéniables. Oui. Ça, là-dessus, il y a pas de... Les résultats sont bons. Donc après, est-ce qu'on peut extraire, et on fait aujourd'hui, de ces théories, pas simplement des produits qu'elles utilisent, mais des théories anciennes, quelque chose d'utilisable pour la science moderne, j'ai plus de doutes. Quand on va chercher leurs produits, oui, il y a des choses très intéressantes. Quand on va chercher leurs pratiques, oui, il y a des choses très intéressantes. Quant à la théorisation qu'il y a derrière, je serais beaucoup plus circonspect, mais je crois qu'on a tous très tard.